Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, re-bienvenue pour notre deuxième segment de la soirée. Ici, c'est hockey. On retrouve Mathieu Desrosiers dans quelques instants qui va nous parler de cartes de hockey. On va aussi faire un petit tour d'actualité des différentes équipes qui ont un bon début de saison et un moins bon début de saison dans la LNH. On le sait parce que c'est pas pour tout le monde que ça va bien. Ça, c'est important de le mentionner. Aussi, un petit mot sur Tim Stützle. Mon coup de cœur est aussi un joueur que Mathieu, justement, Desrosiers, qui s'en vient avec nous, a droppé dans son pool. Je pense que c'est important de le mentionner. Et on le rejoint dans quelques instants, alors qu'il est en attente. Et oui, Mathieu Desrosiers est avec nous. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Mathieu, un plaisir de te retrouver. On rappelle que tu es dans l'auto pour nous faire l'aspect rétro de nos capsules, parce que nous autres, on faisait ça dans l'auto dans le temps, même quand il n'y avait pas de lumière. Mais aussi, je tiens à mentionner que tu as 2 jeunes enfants et 19h35. C'est pas mal l'endroit. Hein? C'est l'endroit le plus tranquille que j'ai trouvé. Et tu sais, on s'entend, il n'y a aucun problème. Et en plus, je te vois avec ta belle cagoule, ton beau Audi Sapristi. Ben oui. Fait que, belle attention, content. On fait de la publicité. Ben, c'est ça qu'il faut, mon gars. C'est une société sœur, Sapristi à SC Hockey. Ça s'approche. Tu viens de voir les 2 gars de Sapristi, là, dans l'autre live juste avant. Fait que, Mathieu, on va commencer avec une petite intro légère. Quelque chose qui a attiré mon attention et je voulais parler un peu avec toi pour ton premier segment. Tu es un gars de cartes de hockey. Je ne sais pas que tu aimes les cartes nécessairement. Là. Oui, tu aimes beaucoup les cartes. Mais je pense que tu t'es aussi beaucoup intéressé à l'industrie et à acheter des cartes, les revendre et l'intérêt de flipper certaines cartes, si vous me passez l'expression, un terme qu'on utilise dans plusieurs domaines. Parle-moi un peu de ça et de différentes cartes que tu as acquises avant le COVID et que tu as vendues après. Tu as fait un certain profit et tu aurais peut-être pu faire même beaucoup plus d'argent selon ce qu'on s'est parlé tantôt. Ben c'est ça, dans le fond, faire une petite intro rapide. Là, autour des années 80, les cartes de hockey sont devenues pas mal populaires. Les années 50, 60, 70. Puis, aux années 90, là, les Upper Deck, dans le fond, c'était Upper Deck qui faisait pas mal toutes les cartes de hockey. Ils ont fait trop de cartes de hockey. Donne une idée, là, quand tu vas au Dollarama, tu achètes des paquets de cartes de hockey. C'est juste de ça. Fait que dans ces années-là, il n'y a aucune carte qui a de la valeur, sauf la seule, c'est Mario Lemieux, sa carte recrue, qui vaut un peu plus cher que les autres. Et quand Crosby est arrivé dans la Ligue nationale de hockey en 2005, là, il y a eu je dirais pas un énorme boom, mais le monde a commencé à s'intéresser aux cartes de hockey, avec la nouvelle vedette qui arrive dans la Ligue nationale. Puis, c'est ça. Fait que là, puis, depuis 2015, un autre boom, McDavid arrive. Les cartes de hockey ont pris de l'expansion. Puis, un troisième boom, la COVID. Là, vous allez me dire, pourquoi la COVID? Bien, le monde, il n'y avait plus de hockey, le monde n'avait plus rien à faire. Fait qu'ils se sont dit, pourquoi pas s'intéresser aux cartes de hockey? T'sais, ça va faire un passe-temps. Fait que là, les cartes de hockey, c'est hallucinant comment ça a triplé, quadruplé, puis même ça a fait x10 la valeur. Pour certaines cartes. Fait que si je comprends bien, les gens ont fouillé dans leurs armoires durant le premier confinement, puis ont fait, bon, à part la TV puis Netflix, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer le temps? Ils sont tombés sur leurs vieilles cartes, puis ils se sont dit, comme plein d'affaires, il y aurait peut-être de l'argent à faire avec ça. Fait que ça a fait exploser le marché. Ils ont sorti de l'argent de leur portefeuille, puis ils sont mis à acheter, puis ça a fait les cartes qui ont monté. Puis juste pour faire un petit astérisque, pour vous perdre, dans le fond, les cartes de hockey, quand ils ouvrent d'un paquet, ils n'ont pas de grading, ils ne sont pas évalués par des professionnels. Il y a 2 compagnies, il y a Beckett, puis PSA. Dans le fond, les plus hautes valeurs, c'est 10. Il y a PSA 10, puis BGS Beckett 10. Puis là, je vais te donner des exemples. J'ai pris 3 joueurs, les 3 vedettes de la Ligue nationale, les 3 modèles, dans le fond. Ovechkin, Crosby, puis McDavid. Puis, donner une idée, la carte recrue par excellence, ça s'appelle la Young Gun. Puis, premier exemple, Ovechkin, la Young Gun, là, il y a 2 ans, ça, c'est une des cartes que j'avais achetées, elle valait 600 $. C'est quand même. En novembre passé, oui puis non, parce que Ovechkin, vu qu'il n'y avait pas de Coupe Stanley, il valait tout le temps un peu moins que Crosby. La Young Gun de Crosby, quand je dis ça, c'est la PSA 10. Ça, c'est la plus haut gradée. Quand on dit 10, c'est la plus haut gradée, puis ça veut dire
les coins sont parfaits. Là. La carte a quasiment Ouais, jamais vu l'air libre. Là. Elle a toujours été vraiment. c'est ça. Et un moindre Là, il y a détail, elle vaut plus du tout ce prix-là. C'est ça, là. c'est ça, exact. Il y a une grosse différence entre PSA 10 et PSA 9. Puis là, plus qu'on descend, moins il y a de la valeur. Par Là, exemple, j'entrerai cette pas dans les carte-là à détails. 600 là, à 10, elle vaut 600. À 9, elle vaut combien? Moi, je dirais une 9, ça se vend à peu près le même prix qu'une carte pas gradée. C'était environ 300 à Ah, l'époque. c'est la moitié, c'est significatif. Là. Ouais, Je te c'est laisse quasiment le double. continuer. Puis c'est ça, en novembre passé, je suis allé voir sur eBay 2500 la PSA 10. Puis là, vous n'êtes pas prête, là. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, 7500 Pour la même carte, là. Ouais, fait que la carte, en 2 ans, elle est passée de 600 à 7500. Mais là, C'est c'est juste tout à cause de l'engouement des exponentiel, cartes. là. Ouais, puis en plus, imagine quand ces gars-là vont être au Temple de la Renommée. Mais Ça va être est-ce que hallucinant. cette valeur-là va redescendre? Ben, d'après moi, oui. D'après moi, là, il y a eu un gros engouement pour les cartes d'hockey à cause de la Ouais. COVID. Ça va baisser un peu après la COVID, mais l'affaire aussi, c'est que le hockey étant le quatrième ou cinquième sport majeur aux États-Unis, le marché de cartes de hockey, il était très bas. Mhm. Comparé aux cartes de baseball, basketball, que les cartes recrues valent des centaines de milliers de dollars. Mhm. Par exemple, Mike Trout, sa carte recrue qui s'est vendue 4 millions Ça, c'est il y a pas incroyable. très Hein? longtemps. Incroyable. Puis c'est ça. Puis une Crosby est passée de 1500 il y a 2 ans à 6000 aujourd'hui. Puis la Ah, ben, McDavid est ouais. passée de 1500 en novembre passé à 4100 en l'espace de 2 3 mois. OK, mais ça, c'est un peu. Les gens qui font le pari là, de payer 4000, là, savent-tu que c'est le prix plafond de la carte? Là? Ça Ben, n'a tu sais, jamais été plus cher que ça. Là? c'est l'offre et la demande, là. C'est comme à la bourse, n'importe quel. Quand il y a de la demande, ça monte. Puis quand le monde va arrêter, la COVID va arrêter, là, je suis pas mal sûr que la demande va baisser. Fait que les cartes vont baisser. Mais je pense pas que ça va jamais atteindre le plus bas que ça a déjà été, là. Non, mais c'est exceptionnel et c'est très intéressant parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, juste ici, là, à ma droite, j'ai ma grosse bibliothèque avec toutes mes cartes. Là. Je les ai Ouais. encore. Il y en a très peu qui valent encore quelque chose. Mais je me rappelle d'avoir un engouement dans ma jeunesse, d'avoir vu ça un peu s'éteindre avec le temps. Plus Ben, comme le n'importe temps quel passait, jeune. oui, comme n'importe quel jeune, moi, mon intérêt disparaissait et puis mon lien aussi avec ça aussi devenait de moins en moins explicite. C'est-à-dire que j'en entendais plus beaucoup parler. Puis là, à un moment donné, il y a peut-être 2 ans, même avant le COVID, je t'ai vu un peu t'intéresser à ça parce que c'est quand même des pièces de collection exceptionnelles. Là. Ouais. C'est des cartes qui, avec le temps, prennent de la valeur. Puis là, c'est Ben, c'est un peu fou. comme n'importe quelle pièce de collection, une peinture, des pierres de collection, n'importe quoi qui se collectionne. Tu sais, le monde, ils vont trouver ça hallucinant qu'une carte vaut 20 000 mais c'est comme un tableau qui vaut, une peinture qui vaut 100 000 Pourquoi le monde paye ça? Ben, c'est une pièce de collection. Mais c'est cool aussi de toucher à ça. Aussi l'aspect de la revente, c'est-à-dire cette carte d'Ovechkin dont tu parlais qui a passé de 600 à 7000, que tu as acheté 600, vendu 2500. C'est quand même exceptionnel de faire presque 2000 de profit là, avec une Exact. carte comme ça et aussi de constater à quel point Ouais, l'engouement monte pour une carte pour que son prix quadruple. C'est fou, là. ça fait un petit pincement au cœur, mais tu sais, puis jamais personne ne pouvait prévoir ça. Ben Tu sais, non. si quelqu'un avait pu prévoir la COVID il y a 2 ans, il serait millionnaire aujourd'hui, là. Définitivement, définitivement. Mais c'était très clair, très intéressant, Mathieu, bravo. Bien résumé pour un gars qui n'est pas dans le domaine des coms, ça paraît pas du tout. C'était très clair. Moi, j'ai appris des choses, je ne m'y connais pas vraiment là, au niveau du gradage, de tout ça. On va se mettre une petite note, puis tu nous en reparleras lors de tes passages. J'ai Ben hâte de oui. t'entendre là-dessus. C'est un sujet d'expertise pour toi. Ouais. On parle maintenant de la Ligue nationale parce qu'on va faire un peu un tour d'horizon avec ce qui se passe bien et moins bien. Les Ouais. Panthers de la Floride, c'est un bon début. Cette équipe-là, sur papier, est une très bonne équipe, l'an dernier aussi. Mais elle n'avait peut-être pas prouvé ce qu'on s'attendait. Cette année, le départ indique que ce sera différent. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ben, ça fait à peu près 3 ans que là, à chaque année, on dit les Panthers, c'est une bonne équipe, ils vont aller loin, puis à chaque fois, ils déçoivent. Mm-hmm. Là, quand ils sont allés chez Bobrovski, on s'est dit, ah, ça y est, ils vont faire un bon bouchement en série. Ben non, ils font même pas une série. Puis cette année, là, il y a un bon début de saison, là, mais on peut pas dire que c'est à cause de Bob, il joue pas. C'est le Quand il second goal, il n'est qui. pas bon. C'est le second qui fait. Il est incroyable, là. Il sort de nulle part, là. J'ai oublié son nom, là. Chris Drieger. Exact. Mais ça n'a pas de sens, là.
Puis là, ça, moi, les Panthers, je les ai tout le temps aimés. Là. Ils ont une bonne équipe équilibrée. Tu Mhm. sais, Huberdeau, là, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Là. Mhm. Quand on parle des meilleurs joueurs de la Ligue, là, on parle jamais d'Huberdeau. Tu sais, cette année, il y a 17 points en 13 matchs. Là, c'est excellent. Tu sais, c'est un gars qui va être capable de faire, dans ses meilleures saisons, il va faire 80-90 points là, facilement. Puis complet, à peu près le même nombre de buts que le même nombre de passes. C'est ça. C'est vraiment un très bon joueur, c'est vrai, sous-estimé, Avec c'est vrai. Barkov en plus, qui est encore jeune, là, il y a encore plusieurs années devant lui. Là, les Panthers vont être à suivre. Là. Je suis pas sûr qu'ils vont tenir toute la saison. Là. Mais ils sont capables de chauffer. Ils vont peut-être être capables de chauffer avec la Caroline Tampa Bay. Puis on a parlé de Bobrovsky brièvement, Ouais. qui est pas à son meilleur. Ça va bien pour Chris Drieger, mais c'est un peu dommage pour Samuel Montembeault, qui malheureusement n'a pas su saisir sa chance l'an dernier. On lui avait donné plusieurs matchs, mais petit bémol là-dessus, que c'est quand même exceptionnel que ce gardien Bobrovsky ne soit pas capable de retrouver ses bonnes habitudes après avoir gagné un Vézina, après avoir signé cette entente-là à long terme. Ce goaler-là n'a pas l'air en confiance. C'est ce que je trouve le pire là-dedans. C'est pas qu'il ne Ben, performe pas, c'est plus que ça. Il dégage une confiance brisée. On dirait que ça va mal se passer dès le début d'un match. dans les dernières années, là, tout le monde, tu sais, plusieurs personnes disaient que c'était Price le meilleur gardien, mais pour moi, c'était Bobrovsky. Dans les dernières années, il a été régulier. Là. Chaque année, là, il était quasiment au Vizina. Il avait des bonnes stats. Puis cette année, mais imagine la situation à Montréal, là, comment quand les gens viraient fous. Ben, Imagine sans faire de parallèle, je te vois venir, là. ben, C'est pas ça, là, mais je veux dire, on a quand même aussi le gardien à 10 millions qui sort pas qui ne sort pas les statistiques de l'année, là. C'est pas la même chose, mais je veux dire, ça se ressemble un peu, là. Tu sais, si on ben, a sans, Krieger, Allen, tu comprends? C'est ouais, pas. ben on en parle. À radio, on n'en parle pas beaucoup. Là. Tu sais, Mhm. je veux pas venir trop sur les Canadiens, mais tu sais, Price, là, il a toujours eu de la misère à faire face à quelqu'un qui était meilleur que À lui quasiment. l'adversité, oui, oui. L'adversité, c'est ça. Tu sais, on pense il était jeune, là, mais tu sais, avec Huet, Alak, là, Mhm. Price, il s'écroulait toujours quand il y avait quelqu'un qui voulait être meilleur que lui. Mhm. Je trouve ça plate, là, parce que Price, s'il gagne jamais la Coupe Stanley, là, c'est de ça qu'on va se rappeler. Tu sais, oui, Ben, c'est un bon exactement. gardien technique. Il sauve des matchs aux Canadiens, mais quand c'est le temps de performer, ben, tu sais, souvent une saison sur deux, il n'est pas performant. Non, ça va être intéressant de voir aussi comment ces gardiens-là vont réagir à la formule des matchs condensés, au fait où ils ne sont pas dans le net trois, quatre fois dans la même semaine, où on va beaucoup alterner. Et je pense qu'il y a de la profondeur au poste de gardien aussi, autant dans la Ligue que C'est dans plusieurs important. équipes, là. Le Canadien, Ben, c'est exemple, a important aussi Primo cette année. Lundgren en bas. Les Panthers ont Montembeault. Et qu'est-ce que tu allais dire? Je dis c'est important cette année, surtout avoir deux bons gardiens. Là. Ben, vraiment, et D'après aussi moi, l'équipe qui va d'avoir un gagner la Coupe, troisième. c'est l'équipe qui va avoir le meilleur duo de gardiens. Probablement. Et ceux qui vont être capables d'éviter les blessures devant le filet, Ouais, parce aussi. que ça va être sûrement exigeant pour plusieurs gardiens. Et on ne peut pas parler des Panthers sans faire mention de Patrick Hornquist, qui a changé cette équipe-là. Ce gars-là était en beau fusil en tabarouette après avoir été changé aux Panthers, avait critiqué publiquement l'organisation des Pingouins qui lui avait, semble-t-il, dit qu'il allait rester là, qu'il faisait partie de l'avenir. On l'a échangé, on s'est reviré de bord, on l'a échangé tout de suite après. Finalement, pas l'air d'un gars malheureux, Patrick Hornquist en Floride. Ben, écoute, étant un fan des Pingouins, là, ça fait mal cet échange-là. Ah Là. Je peux oui. même si Hornvis, ça a été un gars quand il est arrivé, j'ai fait pourquoi qu'on est allé chercher ça? Tu sais, mais finalement, c'est Mhm, lui qui a été une grosse pièce clé des deux victoires de la Coupe Stanley des Pingouins. mhm. Puis là, les Pingouins vont chercher Matheson. Puis là, Hornvis, il se réveille complètement en Floride. Là. Je suis content pour lui. Là. C'est le fun pour plus se retrouver une deuxième vie à Mhm. quelque part. Puis Quel bien joueur performer. fatigant devant le filet, là, Ouais. ça, là. Quel joueur Ah, il excelle. dérangeant, là, vraiment. Ouais, ouais. C'est un des meilleurs. Il ressemble un peu à James Van Riemsdyk dans son travail devant le filet. Pas Ouais. la même carrure, là, mais un peu un mélange de Gallagher et de Van Riemsdyk. Tu sais, c'est un gars qui parle aussi beaucoup sa glace, ça paraît. Puis un petit dernier note sur les Panthers. L'ancien du Lightning, Carter Vernaghi, 12 points en 13 matchs. 5 buts, c'est leur meilleur marqueur. Quand même exceptionnel, là. Ah, Puis c'est surprenant. c'est fou que Carter Vernaghi ait 12 points en 13 matchs. Ce gars-là avait la misère à faire le quatrième trio du Lightning l'an passé puis l'autre année d'avant. À suivre, s'il sera une autre éclosion. Ça arrive souvent, hein? Les joueurs qui partent de l'organisation du Lightning vont chez les Panthers et se développent Ben, miraculeusement. À suivre, ça fera ça avec lui aussi. c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de place au Lightning là, qui fait que des joueurs qui Exactement. éclorent là.
c'est difficile de graver les échelons. On s'entend là-dessus. Là, faut tomber un peu dans un sujet un peu plus négatif. Après avoir vanté cette équipe des Panthers, on doit parler du début de saison atroce, et je pèse mes mots encore une fois, des Rangers. 4-7-3. C'est pas juste l'affiche, c'est ce qu'on voit sur la glace. C'est vraiment pas c'est beau. épouvantable. Je t'écoute. Ouais, ok, je pensais que ça n'avait pas fini. Non, c'est épouvantable, les Rangers. Là. Tu sais, même l'année passée, ils ont pas fait. Ben, ils ont fait les séries par défaut, là, mais en fait, c'était pas vraiment une série, là, mais en tout cas, moi j'étais sûr qu'ils allaient faire une série. Tu sais, ils n'ont pas un mauvais club, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons jeunes, ils ont tout pour réussir. Puis là, cette année, là, on dirait tout leur tombe sur la tête. Là, mais ce qui s'est passé avec D'Angelo, je pense que ça a nuit beaucoup à l'équipe. Là, ça brise un verre dans une chambre. Là. En même temps, au niveau de l'ambiance dans le vestiaire, puis le fait que les Rangers perdent un gars qui a fait 55 points l'année passée, là, pour un défenseur, là, c'est exceptionnel. Puis là, tu perds un gars qui fait 55 points, qui a un début de saison horrible, puis finalement, il n'est même plus dans ton équipe parce qu'il agit de façon inappropriée, des propos racistes. Il a donné un coup de poing à Georgiev dans une pratique, là. Puis le DG même allé jusqu'à dire il ne reportera jamais le chandail des Rangers. Mon Dieu. Ben, en même temps, je trouve ça le fun que c'est plate pour les Rangers, mais je trouve ça le fun que les Rangers puis que la Ligue se sont tenus parce que personne ne l'a réclamé. Là. C'est inacceptable des choses de la sorte. Là. Ça envoie aussi un beau message à ton vestiaire au niveau de l'état-major, de dire ce gars-là ne fait plus partie du groupe, il n'y a pas la mentalité qu'on veut montrer dans cette organisation-là. Penses-tu qu'à ce point-là, les frasques de D'Angelo et de Georgiev ont nuit au vestiaire de la Chambre? Ça fait que cette équipe-là n'est pas capable d'enligner les victoires. Seulement 4 victoires. Puis, ils ont de la misère à marquer des buts. Ils ont de la misère défensivement. Ils ont de la misère devant le filet. Tabarouette. En plus, ils ont beaucoup de jeunes à venir. On parle de Capo Caco, Brett Howden, Alexis Lafrenière, etc. Philippe Chétil, plusieurs attaquants à la défense. Ça va pas bien pour Trouba. Tabarouette, ça va pas bien pour Trouba. Et Shesterkin, c'est pas le gardien qu'on a vu l'an dernier. Moi, je l'ai dans mon pot, je vous le confirme. C'est ça, je repose ma question là, suite à cette longue allocution. Penses-tu vraiment que c'est la situation dans le vestiaire qui dérange ou quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas? Ben moi, je pense que c'est un mélange de tout. L'ambiance dans le vestiaire ne doit pas être super bonne. Les jeunes, ils ne performent pas bien. Puis là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est la ville de New York qui fait que les jeunes ne performent pas? En même temps, c'est le COVID, tu sais. Oui, c'est sûr, là, mais tu sais, quand même, il y a de la pression. Là. On pense que. Moi, je ne serais pas surpris. Moi, je pense que New York, là, c'est pire que Montréal, là, les journalistes. Là, ça doit être épouvantable. Tu sais, on va en venir à Lafrenière, là, notre Québécois qui joue là. Un point en 13 matchs, je pense. Oui, un but. Un but. Tu sais, moi, je vais y laisser une chance de. Tu sais, les Rangers vont pas bien. Si les Rangers allaient bien, puis Lafrenière avait un but en 13 matchs, je dirais là, j'ai des doutes. Là, on va y laisser une chance de se trouver une place dans l'équipe, de bien performer. Puis, c'est ça, là. J'y souhaite pour lui, là. C'est plate il y en a bien qui le comparent à Alexandre Beck, là. Cette équipe-là va débloquer, là. Moi, je crois pas que... Mika Zibanejad a 3 points en 14 matchs. Ouais, sa carrière n'est pas terminée. Là. Je comprends là, que ça va pas bien. Zibanejad, l'année passée, il s'en allait sur le Maurice Richard. Cette année, il a 3 points. Il dominait l'année passée. Là. Ouais. Ça n'avait pas de sens. C'était beau à voir. Ouais, c'est très bien dit. C'est vraiment le terme. Puis là, 13 points en 14 matchs. On peut parler un peu de cette saga-là avec Brad Marchand. Là, je salue ton père qui met des bonhommes qui rient. Parce que c'est de lui dont on parlait qui compare Lafrenière à Alexandre Daigle. On n'est pas rendu là, Pascal. Tu nous en reparleras dans une couple d'années. Mais c'est bon de voir que tu écoutes le live, par exemple. Puis, c'est ça. C'est pas terminé sa carrière à Zibanejad en 3 points, 14 matchs. Il va rebondir, ce gars-là. Mais là, de se tenir contre Brad Marchand, de rester sur la glace après une défaite de 1-0 à la maison quand tu n'avais encore pas de points, contre un gars qui a 1 point par match et son équipe est au sommet. Est-ce que les Rangers ont un petit problème d'orgueil, Mathieu? Ben écoute, expliquer la situation vite, là. Zibanejad, lui, c'est toujours le dernier à sortir après un match. Il attend que tout le monde quitte la patinoire, puis il sort. Il marchait, il l'a sûrement vu. Lui, il s'est dit, non, c'est moi qui sort en dernier. Évidemment. Hein? Ils sont restés 30 minutes, je pense. Oui, à peu près. 30 minutes après le match sur la patinoire. Mais là, Marchand, lui, il est mort de rire, là.
lui, il trouvait ça drôle. Il venait de gagner contre les Rangers. Là. Moi, honnêtement, je trouve Zibanejad, il a l'air un peu épais dans cette situation-là. Là. Ben oui, ben dur de faire ton tough quand, un, tu stats pas cette année, deux, vous perdez, puis trois, Il vient de à perdre. soir, vous venez de perdre 1-0 à la maison. Ouais. Tu sais, là, c'est pas grand-chose de ton bord. Mais en même temps, s'il tient pas son bout, quel message il envoie, que les Rangers ont abandonné? Moi, je pense qu'il y a aussi deux mesures à avoir de cette situation-là, dans le sens où il leur reste pas grand-chose, là, surtout à Zibanejad, où présentement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. J'imagine que pour un athlète professionnel, quand ça va pas bien, on se repose sur les petits détails, les choses dans notre routine qu'on fait quand ça va bien. Et Zibanejad doit se dire, moi, c'est important que je garde tous les petits détails de ma routine. J'imagine que c'est un superstitieux ou peut-être pas. Et voulait absolument, en tout cas, pour rester une demi-heure, c'était superstitieux sur un temps pour sortir le Ouais. dernier. Fait que, Ben, tu sais, tous les joueurs dans la Ligue nationale sont superstitieux. ben Là. oui, c'est sûr. Là. Et Si on peut faire un petit lien avec, voyons, j'ai oublié un gardien qui faisait la même routine avant chaque match. Là, oui. En tout cas, mais un exemple, je me rappelle Crosby, là, on mettait 4-5 vidéos de chaque début de match, là, puis il faisait la même affaire au Ben réchauffement. ouais, Là. ben Tous les ouais, joueurs sont ouais. superstitieux. Même moi, j'étais superstitieux. Je voulais tout le temps être habillé le dernier dans la chambre. Tu sais, tous les joueurs, ils ont leurs petites habitudes, là, ils sont dans leur petite zone de confort, puis ils croient à ça, puis ils se disent s'ils font pas ça, ils vont pas performer. Et c'est Moi, je pense que correct aussi. Ça fait partie ouais, du ouais, jeu, ben oui. faut que tu te rattaches à quelque chose qui te met dans ta zone de confort, puis que quand ça va pas bien, tu te dis que ça va finir par débloquer. Je peux pas croire que les Rangers, ils vont finir dernier au classement. Là, Cédric là ils sont Ouellette 20, souffle la 20. réponse en passant. Henrik Lundqvist, oui, Henrik Lundqvist, c'est ça. oui, tout à fait, qui avait la Merci, même, ça. ouais, la même démarche. Mais je fais un bout de chemin sur la première parce que ça va nous amener à notre avant-dernier sujet. Ouais, Rapidement, mon père a dit 18 ans flambant neuf. Ben, ça, c'est pas faux, hein? 18 ouais. ans flambant neuf, c'est très vrai. Il y en a un autre qui a 18 ans flambant neuf, que lui, ça va relativement bien pour lui. 7 points en 14 matchs dans une équipe qui bat de l'aile, on va dire ça comme ça, mais qui a réalisé une remontée exceptionnelle il y a 2 jours contre les Maple Leafs de Toronto. Je parle ici des Sénateurs et de Tim Stützle, ce prospect allemand qui fait écarquiller les yeux. Et Mathieu, avant qu'on aille plus loin, je veux juste mentionner, merci Dan pour le commentaire avec mes cheveux, t'es bien smart. Et je veux juste mentionner, Mathieu, que tu as droppé Tim Stützle dans notre pool. Ouais. Et je suis allé chercher Tim Stützle contre qui? Alexis Lafrenière. C'était fait pour faire un lien dans le podcast. Ça marche parfaitement. Parle-nous de Tim Stützle parce que tu m'as parlé d'un point, j'ai trouvé ça tellement intéressant. L'importance de déjà avoir joué professionnel. Ce gars-là avait une saison de hockey pro dans le corps avant de s'amener dans la LNH. Et selon toi, c'est ça qui fait la différence. Je t'écoute là-dessus. Ben écoute, il arrivait de la Ligue d'Allemagne en Ligue 1 en Allemagne. Tu sais, quand tu joues avec des hommes, des gars de 200, 220 livres, là, tu as déjà une certaine expérience avec des pros, même si la Ligue d'Allemagne, c'est peut-être pas moins. Ben, c'est à peu près du niveau de la Ligue américaine, sûrement. Là. Tu sais, je connais pas vraiment le niveau. Là. C'est la Dell, en fait. Moi, je Ouais, dirais peut-être entre la East Coast et la Ligue américaine, peut-être un peu moins fort que la ouais, Ligue peut-être, américaine. là. Mais tu Mais sais, tu sais, c'est du bon calibre, il y a des hommes là-dedans. Là. ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, lui, il jouait avec, voyons, les Eagles de Mannheim, Mm-hmm. qui ont fini deuxième au classement. Tu sais, il était avec une bonne équipe. Il a fait 35 points. Ça a peut-être aidé, mais tu sais, il a vécu le hockey pro. Fait que d'après moi, c'est ça la grosse différence avec Alexis Lafrenière qui arrive de la Ligue, la LHJMQ, là. Tu sais, lui, Lafrenière, il jouait avec il jouait avec des kids, là, des gars de Mm-hmm. 150, 160. Tu sais, il doit pas en avoir des tonnes, des gars de 200 livres, là, dans Q. Et c'est aussi faire face à l'adversité, j'ai l'impression. Quand même que Mannheim était une bonne équipe dans la DEL l'an dernier, tu l'as dit, c'est 34 points plus précisément en 41 matchs. Un petit peu moins qu'un point par match. Et à 17 ans, là, je joue avec des gars jusqu'à 40 ans. Là. Puis je veux dire, des gars qui n'ont vu d'autres, là, qui ont sûrement joué en Europe dans toutes sortes de petites Ah, ligues. t'as des pros qui ont joué dans la Ligue nationale. C'était peut-être pas les meilleurs, là, Exactement, mais exactement. Puis tous les Allemands qui ont joué dans la LNH ont soit commencé ou soit terminent dans cette ligue-là, ou les deux. Je suis d'accord avec ce point-là. Je trouve ça intéressant parce qu'avoir fait face à l'adversité, avoir joué avec des hommes, comme tu l'as dit, le point du gabarit, ça a dû aussi lui apprendre certaines choses que Lafrenière est en train d'apprendre présentement. C'est comme son baptême là, avec des hommes. Même si ce n'est pas le même calibre, c'est pas la même envergure, c'est quand même différent, le junior puis les pros. Les gars ont des intentions différentes. C'est pas juste je joue dans mon équipe junior puis je veux jouer au hockey professionnel puis l'avenir. Ces gars-là gagnent leur vie, c'est leur job. Là.
Eux autres Ben, ne c'est veulent ça, pas ils se sont faire pas. remplacer. C'est une autre dynamique complètement. Puis, en effet, peut-être que ça l'a aidé à se faire une place dans un vestiaire pas facile. Ottawa, on peut dire ce qu'on veut, là, mais c'est pas facile d'arriver là à 18 ans, pas un gros Non. gabarit, puis se faire une place. Puis il y a de la glace avec le petit Josh Norris. Il se fait donner des missions importantes par DJ Smith. Puis c'est peut-être justement à cause de cette expérience-là. Moi, je le trouve très calme dans son jeu. Je sais pas ce que tu en penses, là. Je le trouve posé, il est Ouais, patient. ben ça, c'est pas pour rien qu'après le championnat mondial junior, qu'il y en a qui disaient que Stoudzul était peut-être meilleur que Lafrenière. Là. Il n'y en avait pas gros, là, mais il y en a quelques-uns, tu sais, j'ai entendu à la radio qui disaient peut-être que Stoudzul aurait dû être sélectionné premier, là, mais tu sais, à l'époque, je pense que Lafrenière, c'était le choix évident, là. Mais tu sais, je serais pas surpris de voir Stoudzul avoir une meilleure carrière que Lafrenière, là. Tu sais, Mais c'est un ça, Européen, hein, fait qu'on le voit moins aussi, nous, avant le ouais, d'entrée c'est de ça, en jeu, là, plus. comparé. Ça n'aide pas à l'évaluation des joueurs, là. Souvent, il y a des Européens repêchés très tard qui performent bien, là. C'est un excellent point. Tu sais, je vais penser à, ça fait longtemps, là, mais Datsu qui a repêché en 7e ronde, là, Mm. qui était des meilleurs joueurs de la Ligue nationale il y a quelques années. Là. Non, Il y en a c'est vrai, il y en a plusieurs exemples, là, mais c'est ça. Je pense que le hockey européen il est moins évalué, là, comme tu as dit. tout à fait. Puis ça va être intéressant de surveiller sa progression déjà cette année, dans les années à venir, et aussi de terminer ce sujet-là en faisant un petit bémol que hein, Lafrenière, c'est un départ slow, mais ça ne veut rien dire. Moi, je reste optimiste. C'est un gars du Moi, coin, j'ai déjà décrit ses matchs. Un très bon joueur de hockey. Qu'est-ce que tu allais ajouter, Mathieu? oui. Ah, excuse-moi, ça a coupé. Ouais, non, c'est ça. Puis, une petite anecdote, là, à mon travail, j'ai quelqu'un qui habite à Saint-Eustache, qui est allé au dépanneur et qui a rencontré le père d'Alexis Lafrenière. Okay. Puis Alexis Lafrenière, il a dit qu'il était très serein dans la situation, qu'il s'en faisait pas plus que ça, puis qu'il allait continuer à travailler fort, puis il était pas plus stressé que ça. Il savait que ça allait. Avec le gars, il est comme ça, le gars. Ouais. Il dégage ça, ça paraît. Moi, je suis convaincu Fait qu'en que dedans, ça doit bouillir un peu, mais ouais, ça ne va pas paraître. Là. Non, il va finir par débloquer. Là, là c'est juste de savoir si ça va être un joueur de 80 points ou si c'est avec un gars de 40-50 points de troisième trio. Là, on verra. Puis, tu as dit un point intéressant. Jouer à New York, ça ne doit pas être facile. Et écoute, ils ont commencé la nouvelle année avec sa face là, sur Times Square. Là. Ouais. Mais moi, honnêtement, tout le monde disait que c'était le meilleur fit, mais moi, j'étais comme pas sûr qu'il aille à New York. D'après moi, si Ottawa avait eu le premier choix, ça aurait été un meilleur fit pour lui. Ça aurait été moins de pression, plus relax. Le père va peut-être perdre sa job aussi. Parce qu'il n'y a pas un mauvais club sous la main. Si ça continue à pas fonctionner... Non, c'est ça se peut. Je ne serais pas surpris que ce soit un des premiers entraîneurs à perdre sa job. C'est sûr et certain. Ben Mathieu, il nous reste un petit sujet qu'on va faire rapidement, parce qu'on a défoncé un peu le temps avec le dernier podcast de 2-3 minutes, fait qu'on peut se permettre de le faire aussi avec toi. On termine avec un sujet cocasse, puis si les quelques personnes qui sont avec nous dans le chat veulent participer, ce serait cool. On parle ici de John Tortorella, l'entraîneur bouillant au caractère controversé, dont on a entendu parler dans les dernières semaines, notamment parce qu'il a benché, si vous me prêtez l'expression, Patrick Laine, parce que Laine s'est adressé à un assistant-entraîneur d'une manière pas correcte. C'est pour ça qu'il s'est ramassé sur le banc. Mais là, la question qu'on se pose en fin d'émission, c'est est-ce que c'est un bon coach malgré tout? Peut-être de la misère avec les médias, peut-être qu'il parle trop, là. Mais hockey-wise, là, ce gars-là a une tête sur ses épaules, déjà gagné une coupe, s'est fait offrir des contrats après contrats dans différentes équipes dans la Ligue nationale, a encore un job en 2021 et tu vas nous parler même de certains joueurs qui disent l'apprécier. Dis-moi ce que tu penses, toi, d'abord, personnellement. C'est un bon coach? Moi, honnêtement, je ne dirais pas que je suis un fan, là, mais moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Là. C'est sûr que nous autres, on a Claude Julien ici qui est complètement l'inverse. Je serais bien surpris que Claude Julien, là, il pète des coches à l'entraînement. Non, c'est sûr. Pas le même caractère brillant, là. Non, c'est ça. Tortorella, il a pas c'est pas un des top clubs de la Ligue depuis 3 ans. Là. Ils ont une couple de bons joueurs, mais il a tout le temps réussi à faire de quoi. Ils ont balayé Lightning, ils ont fait les séries dans les 2-3 dernières années. Puis, tu sais, on lance tout le temps des roches. Là, après la situation avec l'aîné, tout le monde était après lui, était fâché après lui. Mais quand on connaît la situation, là, il y a pas, je sais pas si tous les entraîneurs aient fait ça, là, mais moi, je trouve que c'était mérité là, qu'il se retrouve sur le banc, là, même si c'est le meilleur joueur de l'équipe. Là. Il faut avoir du respect dans une chambre de hockey. Tout à fait. Mais pour en venir au point que je disais qu'il y a des joueurs qui l'appréciaient, c'était une entrevue au 91.9 Sport.
avec l'ancien joueur des Blue Jackets, Jean-Luc Grandpierre, qui, lui, travaille encore pour les Blue Jackets. Puis il disait que Panarin était parti vraiment parce qu'il voulait jouer avec les Rangers à New York. Puis c'est pas à cause de l'entraîneur. Puis il dit que c'était son entraîneur préféré depuis qu'il joue dans le hockey pro. Fait que, tu sais, qu'on est là, Duchesne est parti, Bobrovsky est parti, mais moi, je pense que plus c'est la ville le problème et non l'entraîneur, là. Ben, définitivement, peut-être l'organisation complète aussi. Peut-être les installations. Les joueurs sont quand même capricieux sur certains détails des fois. Puis c'est peut-être le contexte de hockey au complet qui ne plaisait pas. Je pense que c'est intéressant ton point de mentionner qu'un gars comme Grandpierre, lui, dit que c'est Panarin est parti parce que, non pas parce qu'il n'aimait pas ton terrain-là, mais parce qu'il voulait jouer dans un autre marché. Je pense que Bobrovsky est parti parce que les Blue Jackets ne lui offraient pas le même salaire aussi. Là. Je pense pas qu'on lui donnait ce contrat-là à 10 millions par saison à Columbus. Mais pour conclure là-dessus, c'est un gars, comme ton père le mentionne bien dans le chat, qui a une vieille mentalité, peut-être, mais moi, je pense que d'un sens de hockey, il n'y a pas de problème. Là. Moi, je pense que c'est plus dans la gestion des émotions avec les médias. C'est-à-dire de dévoiler au grand jour que Laine a dit quelque chose à un assistant-entraîneur. Ça ne devrait pas devenir du gossip de médias. Ça devrait rester à l'interne, en tout cas, de mon sens, pour que la situation prenne le moins d'envergure possible. Encore là, je pense que ça a été un choix pour lui de rendre ça public pour envoyer un message aussi que quand on fait ce genre de comportement-là, ben, tout le monde va te pointer du doigt, mais à un moment donné, je pense que le but comme coach, c'est d'avoir le spotlight le moins possible. Hein? Puis de gagner des matchs. Puis, faut pas que Tortorella oublie ça quand même. Je te laisse le mot de la fin, Mathieu, par rapport à ça. Ben écoute, comme tu as dit, vieille mentalité, là. Mais en même temps que Torch, d'après moi, c'est un entraîneur qui aime ça, il va avoir les flashlights sur lui. Puis, Ça, j'en doute pas une seconde. en tout cas, je sais pas il va coacher bien longtemps, là. En même temps, une vieille mentalité comme mon père a dit. Puis, je serais pas surpris en même temps qu'il perde sa job, là, avec tout ce qui s'est passé, là. Peut-être. On Mais a bien sais-tu beau quoi? dire Risque que. bien de s'en trouver un autre. Pardon? J'ai dit, sais-tu quoi? Risque bien de s'en trouver un autre, d'après moi aussi. Ouais, c'est ça qui est le pire dans tout ça. Sacré John, hein? Ouais. Mathieu, je te remercie d'avoir été de passage avec nous à ICC Yes. cette semaine. Un plaisir pour moi de partager l'écran maintenant avec toi, mon partenaire d'origine de 2014. Il y a 7 ans de ça. Et je pense qu'on est rendu meilleur. Même toi, tu t'es beaucoup amélioré. Tu peux être fier de ta performance, mon gars. C'était à la hauteur des attentes. Merci. C'était très bon. Puis, ça va être disponible en rediffusion sur toutes nos plateformes. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je te remercie aussi, Mathieu, de Lâche pas. continuer à t'impliquer. Merci. Merci beaucoup. Puis, des gros invités à suivre lundi. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous à SCC Hockey aujourd'hui pour ce très bon segment. On se retrouve lundi, 19h, pour 2 très bonnes entrevues. Bonne soirée. Salut.